Hommage à la hauteur ? Hommage nécessaire, bien sûr, puisque c'est une victime française d'un acte absolument abject, d'un acte terroriste, d'un acte de l'islam radical. Maintenant, si vous voulez, je pense que comme tous les Français, on ne peut qu'en avoir assez d'avoir périodiquement à pleurer nos morts et d'avoir, je dirais, les mêmes qui nous expliquent que régulariser des gens, que maintenir ouvertes les vannes de l'immigration est toujours une richesse pour la France, refusent d'admettre que ça peut aussi tuer et la France et les Français et certains représentants de la France. Et donc moi je crois que ces cérémonies, si elles doivent être nécessaires pour faire le deuil, et notamment par rapport à la famille, pour moi c'est un peu le bal des faux culs. Voilà, parce que c'est toujours les mêmes personnes, si vous voulez, qui nous expliquent que ces gens qui arrivent, qui sont régularisés, sont une richesse et qui ensuite viennent déplorer les conséquences de leur politique migratoire, qui est une politique qui est aussi une politique, il faut le dire tel que c'est, une politique d'islamisation de la France, parce que l'immigration qui arrive est massivement une immigration, en tout cas majoritairement une immigration musulmane. Je ne dis pas que tous les musulmans, encore une fois, sont des terroristes, ni que tous les musulmans sont des islamistes, tant s'en faut, mais enfin, c'est quand même le terreau qui va former une minorité d'islamistes qui, en bout de chaîne, va tuer. Et donc cette personne a été en fait la victime d'un iceberg de haine dont son crime et son meurtre n'est que le pic sanglant. Il y a une haine anti-française aujourd'hui qui gangrène la France, qui s'exprime à travers le terrorisme, mais pas seulement. Il s'exprime aussi à travers les attaques de policiers, les guérillas urbaines et la délinquance et la criminalité de droit commun. C'est-à-dire les tags racistes, il faut évidemment les condamner de la manière la plus ferme. Et d'ailleurs, quelles que soient les cibles, du moment qu'ils sont racistes, ils sont condamnables. Maintenant, si vous voulez, il ne faudrait pas mettre sur le même plan, je dirais, des gribouillis, si insultants et si racistes soient-ils, avec des meurtres, avec des crimes, avec des assassinats. Il ne faut pas qu'on en vienne à ça. Il faudrait pas qu'on. Il faudrait bien. Attendez, laissez-moi finir. Il ne faudrait pas qu'on en vienne, si vous voulez, à consacrer le même temps médiatique à ceux qui jouent du pinceau qu'à ceux qui jouent du couteau. Voilà. Il faudrait quand même qu'on fasse un peu la part des choses. Maintenant, quant à dire qu'il n'y a aucun lien entre le terrorisme, l'immigration et l'islam, bien sûr qu'il y a un lien. Je peux vous donner les noms de ceux qui ont commis les attentats depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, Bilal Atfi, Brahim Abdeslam, Salah Abdeslam, Omar Mustafa, Sami Amimour, Abdelhamid Dabaoud, Mohamed Abrini, Shakib El Arosiala, etc. Je veux dire, c'est pas des noms bretons ou auvergnats. Donc c'est bien des noms qui descendent de l'immigration. Donc ne dites pas qu'il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lien. Certaines immigrations, l'immigration arabo-afro-musulmane. Vous avez entendu que depuis 2015, 80% des attentats sont commis par des ressortissants français. Mais des ressortissants, mais attendez, mais c'est justement, c'est ce que disait Elisabeth. Donc il y a un lien entre la France et... C'est ce que disait... Donc il y a un lien entre la nationalité française et la... C'est ce que disait Elisabeth Lévy il y a un instant. Moi, je pose des questions. Mais je peux répondre. Il y a un grand nombre de ces personnes qui sont devenues françaises par le droit du sol, alors qu'elles n'auraient jamais dû devenir françaises. Elles restent immigrées au sens de lycée. Lien entre terrorisme et immigration, il y a un lien entre terrorisme et certaines immigrations. Effectivement, il y a certaines immigrations qui posent plus de problèmes que d'autres. Je pense que l'immigration arabo-afro-musulmane pose plus de problèmes. Qu'est-ce que vous faites, Jean Messia? Vous restaurez le délit de clandestinité que l'immigration vietnamienne ou l'immigration chrétienne d'Orient ou l'immigration polonaise ou espagnole ou italienne ou portugaise. Voilà. Donc il y a effectivement, il n'y a pas un lien entre toute l'immigration et le terrorisme. Il y a un lien entre certaines immigrations et le terrorisme. Maintenant, la question, si vous voulez, c'est que si on veut en venir à bout, la solution, regardez ce que fait Israël. Israël, effectivement, ça a été confronté pendant des années à une sorte d'intifada dont parfois les caractéristiques... Vous comparez avec un pays qui est en guerre permanente depuis 60 ans. Oui, mais parce que ce qui se passe dans nos cités... Oui, mais on ne vit pas la même vie. Dans nos cités, quand vous voyez la façon dont les commissariats sont attaqués, dont les forces de l'ordre sont attaquées, c'est une intifada larvée. Et donc pour la vaincre, effectivement, il faut un surge des forces de l'ordre. Il faut que les forces de l'ordre entrent et rétablissent la loi. Un surge, c'est-à-dire il faut énormément il faut augmenter énormément en nombre, surclasser en nombre les assaillants
les arrêter, les mettre hors d'état de nuire, et comme disait Elisabeth il y a un instant... Les assaillants, le dernier en date, c'était totalement inconnu des services. Non mais attendez, alors ça arrive de n'importe où. Juste un point, non mais c'est pas finir, juste un point. On dit souvent, oui, mais vous parlez tout à l'heure de cas isolés, de loups solitaires, etc. Il y en a aussi, oui. Ça, c'est la version qui nous est livrée. Ça, c'est la version... Mais tous les spécialistes... Mais laissez-moi finir. Ce sera Elisabeth ensuite. Arrêtez de couper la parole, c'est vraiment agaçant. S'il vous plaît, j'en termine. Ça, c'est la version qui est servie dans les minutes et les heures qui suivent l'attentat. Et en réalité, après les recherches, il s'aperçoit qu'il a un complice, puis deux, puis trois. Et en fait, c'est une cellule. Et c'est des cellules comme ça, il y en a des dizaines en France. Et dernière chose, par rapport à ce que vous disiez, la psychiatrie, etc., c'est curieux, quand on a eu Claude Sinquet, ce vieillard grabataire qui s'est attaqué à une mosquée à coups de fusil de chasse, immédiatement, on a dit l'extrême droite est de retour, les années sombres, les bruits de bottes, les nazis, etc. Bon. Alors que ce type était vraiment, du coup, isolé et psychiatriquement instable. Par contre, quand vous avez 15 personnes qui commettent des attentats dans la foulée au nom de l'islam, là, c'est tout de suite des gens qui sont psychiatrisés. C'est pas un jeu. Enfin, là, un jeu malsain pour ces jeunes. Si, pour eux, c'est un jeu. Les rodéos, si vous voulez, pourquoi les rodéos? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à les arrêter, parce qu'on a peur qu'effectivement, il l'a rappelé, le policier qui s'est exprimé. Et on peut largement comprendre. On a peur. Ah bah non, mais pour les policiers qui risquent leur vie aussi en les pourchassant. Si je suis ministre de l'Intérieur, j'ordonnerai aux policiers de les pourchasser. Effectivement, s'ils se tuent et que ça flambe, on enverra les forces de l'ordre pour mater la situation. Voilà. Si l'État n'est plus l'État... Jean Messia, vous entendez quand même. Parce que là, évidemment, je suppute, parce que je ne connais pas les profils de ces délinquants, de ces jeunes. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de mineurs. Bon, vous allez pourchasser, vous risquez la mort sous un tunnel d'un gamin de 17 ans qui était délinquant, qui foutait le bordel, comme on dit. Alors, excusez-moi, mais alors... Non, mais pour moi, c'est insoluble. Si quelqu'un est hors la loi, et qu'effectivement, il cherche à échapper aux représentants de la loi et qu'il lui arrive quelque chose, tant pis pour sa gueule. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et peut-être qu'un exemple... C'est votre façon de voir les choses. L'exemple entraîne. À partir du moment où vous faites un exemple, c'est la meilleure aussi façon de calmer par la suite. Mais si à chaque fois, vous dites on ne va pas intervenir, donc après le rodéo, ça sera quoi? Après les tirs de mortier, ça sera quoi? Des tirs au 9 mm? C'est un problème. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'impunité à ces jeunes. Il faut trouver... Non, il faut pas les courser parce que ça peut finir pour une mort. Ça peut finir avec des morts. Et ça, moi, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quand la police qu'il faille des sanctions, qu'il faille arrêter ça et trouver des solutions, évidemment que je pense que tout le monde s'accorde à le dire. Dans n'importe quel pays du monde, quand la police vous donne un ordre, eh bien vous vous arrêtez. Si vous vous arrêtez pas, c'est à vos risques et périls. Nous sommes d'accord. Ça a été bien résumé, c'est-à-dire qu'on est sur des sables mouvants. Effectivement, on a un calendrier, mais le calendrier est hypothétique. Alors, moi, vous connaissez ce que je pense de la gestion de cette crise depuis le début. À ce stade, si j'avais été à la place d'Emmanuel Macron, il est évident que j'aurais effectivement adopté un déconfinement progressif. Comme lui. Évidemment, parce que d'abord, le rythme vaccinal n'est pas aussi satisfaisant qu'on le dit. Donc, il est aussi bien comment dirais-je, de mettre en adéquation... On est passé à 500 000 vaccinations jour, là, quasiment. On adapte, en fait, le calendrier à la cadence de vaccination. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Plutôt au stock de vaccins. Et la deuxième chose... Oui, mais... Aussi, les deux sont liés. Les deux sont liés, exactement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a l'arrivée de ces nouveaux variants. Et moi, là, encore une fois, je critique la gestion de ces variants, en quelque sorte, par le gouvernement, parce que, rendez-vous compte, et je suis bien placé pour le savoir, pour avoir été dans une autre vie, la France a le deuxième réseau diplomatique au monde. C'est-à-dire qu'on a des ambassades dans pratiquement tous les pays du monde, dont notamment les grands pays comme l'Inde, le Brésil. Donc on a des sources d'informations sur la situation pandémique. Les ambassades, les consulats envoient des télégrammes diplomatiques qui informent... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Au mois de février, on nous expliquait que peut-être ça ne traverserait pas la frontière. Non, mais attendez... Et je crois qu'on a une ambassade... On a des ambassades partout, on a des consulats partout, on a même des communautés expatriées partout qui sont aussi informées. Et donc je ne comprends pas cet attentisme du gouvernement qui, alors même qu'on avait entendu depuis des semaines que la situation en Inde s'aggravait, n'a pas pris les mesures en avance de phase et sans attendre que les premiers cas soient sur le territoire national pour prendre des mesures de sauvegarde. Aujourd'hui, vous savez, les autorités chinoises ont détecté sur les 2 derniers vols 2 cas sur des vols d'Air France. En provenance de Paris ? De Paris. Ils ont interdit les vols en provenance de Paris pour une période indéterminée. Voilà comment il faut faire.
Mais c'est pas les seuls à avoir. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle chape de plomb idéologique depuis la France, au sujet des frontières dans ce gouvernement qu'on préfère finalement quelque part sacrifier l'idéologie sans frontières, enfin en tout cas la situation sanitaire du pays sur l'autel de l'idéologie sans frontiériste. Tel pays et nous. Or, nous, on a fait un choix qui était justement de repousser le deuxième confinement. On boit aussi, mais à la maison. Et donc, vous ne voulez pas dire, vous voulez dire quand même qu'il y a un gain politique à avoir fait cela. C'est un choix de popularité qu'a fait Emmanuel Macron. Il y a un truc quand même qui est assez sidérant, c'est qu'on est rentré dans ce confinement, on a pris toutes ces mesures parce qu'on avait 30 000 contaminations jour. Et on nous a expliqué que c'était très élevé et que c'est pour ça qu'on prenait des mesures additionnelles pour essayer de casser la courbe. Or, aujourd'hui, on va commencer à déconfiner alors qu'on est toujours à 30 000. Avec des taux d'incidence qui baissent. Voilà. Donc, je comprends pas trop la logique, en fait. Moi, parce que je pense, en fait, que la logique, c'est une sorte de méthode couée. Parce que vous l'avez dit, les Français n'en peuvent plus de regarder ailleurs et de voir que partout, enfin, en tout cas dans des pays très, très voisins et très proches, la vie reprend son cours. Et Emmanuel Macron ne peut pas se permettre politiquement, parce que ça serait un terrible aveu d'échec, de dire, en fait, la situation pandémique ne nous permet pas aujourd'hui de déconfiner, même progressivement, ce que les disent les médecins d'ailleurs. Oui, peut-être. Bon, c'est vrai que depuis la présidence d'Emmanuel Macron, on n'a pas tellement l'impression que c'est un président français. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est un président qui connaît la France, qui sent la France, qui sait ce qu'est être français et vivre français. Et donc d'ailleurs, on l'a vu à l'occasion du grand débat. Le fameux grand débat qui devait aller lui faire découvrir le pays, c'était effectivement des clusters politiques dans lesquels on enfermait des gens triés sur leurs idées politiques, ou en tout cas faisant en sorte que les idées ne soient pas trop éloignées des siennes. Et donc en fait, le fait qu'il aille à la découverte de ces territoires est plutôt bon, mais est-ce qu'il sent ces territoires? Est-ce qu'il va aller lui? Est-ce que c'est pour aller parler des territoires et entendre les territoires, ou est-ce que c'est pour aller parler de lui? Je crains que ça soit pas tellement pour des deux, voilà. En général. En France, donc dernier mot là-dessus, faut qu'on avance. En France, qu'on le veuille ou non, il y a un peuple français qui habite en France depuis 1000 ans, qui a sa culture, son identité nationale, au même titre que tous les autres pays. Au même titre que révisez vos fiches. Non, mais c'est pas ça. Si on se réfère à De Gaulle, pour lui, la France est née avec Clovis, on est à bien plus de 1000 ans. Donc, je comprends pas pourquoi vous avez tous les poils de votre corps qui se hérissent quand on parle d'identité nationale. Pas du tout, vous êtes attentif aux poils de mon corps. Voilà, oui, je ne vois pas pourquoi cela les hérisse. Bon, allez, stop. Ça suffit. Moi, je l'ai vu pas. Ça suffit, j'ai dit ça suffit. Un petit mot des On masses. parle d'identité nationale, vous devenez... Mais non, mais un petit mot des masses. Vous devenez comme un Iroquois. Jean Messia, arrêtez. Mais non, On a pourquoi vous compris. dites que le président n'est pas français? Oui, il n'est pas français dans son cœur. C'est un président qui est hors sol, qui est déraciné. Voilà. Et je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup de Français le pensent. Eh ben, il va tenter de s'enraciner cet été avec Avec son cette épuisette. tournée des territoires.